Bonsoir à tous. On va commencer. Oui. Bienvenue au Québec Edson. Bienvenue pour cette séance de Green Border d'Agnieszka Holland. Donc, je vais appeler tout de suite en fait. Maria, je suis désolé. Maria Bicharska et Damien McDonald qui travaillent chez Big Productions, qui ont produit le film en fait. Voilà. Et donc je vais laisse venir prendre la parole et présenter l'équipe. Je vous remercie. Bonsoir, on est heureux d'être présent avec vous ce soir. Et on va essayer de faire bref. Produire ce film a été un vrai défi. Un défi parce que... Vous m'entendez bien ? On n'entend pas. Donc un véritable défi qu'on a relevé et on est très heureux ce soir de vous présenter en avant-première. Donc je vais rapidement peut-être citer les partenaires de cette soirée. On va passer ensemble un peu de temps, j'espère, après la projection à discuter du film. Donc c'est une production qui est organisée avec le partenariat de l'UNICEF, donc Michael Hellman qui animera le débat par la suite. L'association Kino Visual. Marqueta, qui est quelque part dans la salle, merci beaucoup, le Festival FIP à Paris. Et aussi, nous avons besoin pour la première fois d'avoir le soutien de l'Institut polonais de Paris, qui dépend du nouveau gouvernement et ministère des Affaires étrangères. Donc, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire, mais il n'y a pas quelque chose de plus intéressant et plus important que la femme la plus courageuse qu'on avait eu la possibilité de rencontrer. Bonsoir, je vous présente encore mes collaborateurs, Léa Taï. Vous allez voir dans le film, ça veut dire, je ne sais pas quoi dire, elle est quelqu'un de très important pour moi. Elle a donné à ce film beaucoup d'humanité, de son talent, de son courage aussi, parce qu'on l'a vraiment exploité physiquement. Je te remercie. Merci Maria et Damien. C'est difficile à faire le film, difficile de financer, difficile de produire, difficile de sortir, mais on est là. Le film avait sa première à Venise, au Festival de Venise, septembre dernier, et depuis on n'arrête pas de voyager avec ça, d'abord en Pologne, où il est sorti dans des circonstances assez turbulentes, mais il a attiré vraiment grand nombre de publics polonais et il est devenu les bonnes raisons pour voir la situation à nos frontières, à la frontière polonaise, mais ça concerne aussi toutes les frontières d'Europe à venir, et de réfléchir et discuter alors du choix que nous avons comme citoyennes, comme les citoyens, comme les êtres humains. Mais surtout, on a voulu faire un film, raconter une histoire qui va toucher vos cœurs, et pas seulement vos consciences, et qui va faire un voyage d'empathie, mais aussi un voyage de la réflexion. On a créé le son pour ce film de jusqu'à la fin. C'est notre grand ingénieur de son et créateur en même temps. Je suis aussi très reconnaissant parce que si on a arrivé à finir le film au temps pour aller au Festival de Venise, c'est qui nous a permis après d'avancer et de montrer le film au monde. C'était grâce à lui, parce qu'il
qu'il a travaillé, je ne sais pas, 20 heures par jour. Simon Montarchek a travaillé 20 heures par jour. Ça veut dire que j'ai exploité pas seulement Bailey, mais aussi des hommes. Il y a une certaine injustice ici. L'histoire que vous verrez, elle est toujours présente en frontière, entre la Pologne et la Biélorussie. Les derniers mois, le passage ont diminué, mais on ne sait pas quel sera l'avenir. On a le nouveau gouvernement. Moi, je me réjouis. Il y a des gens qui ne sont pas contents du tout. Hier, en montrant le film au cinéma de cinéaste, on a montré une groupe assez agressive de nationalisme polonais qui nous ont attaqué à Sudette. Mais bon, c'est comme ça le monde aujourd'hui. À cause de ça, je pense que c'est très important de voir l'humanité, de voir l'être humain, de le regarder en face, sans préjugés, sans haine et sans peur. Bonsoir à tous et à tous. Je vais dire deux mots, mais il n'y a rien de plus important que de voir le film. Ce sera très rapide. Je suis très ravi que MSF soit associé à ce film et soit partenaire de cette soirée. Moi, je m'appelle Michael Neumann, je suis conseiller aux opérations auprès des projets d'aide aux personnes en exil au sein de Médecins sans frontières. Je suis en ce moment responsable des opérations en France. On aura l'occasion dans un deuxième temps de débat, de discuter avec vous et avec Agnieszka de la réalité de ce qui est décrit dans ce film. Ce film n'est pas un film documentaire, Agnieszka le dira, mais c'est un film qui est très proche de la réalité, de ce qui s'est passé en 2021 à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, qui est aussi relativement proche de ce qui continue de ce qui s'est déroulé et de ce qui est proche aussi de ce qui se déroule dans d'autres endroits aux frontières extérieures de l'Europe, en Manche, italienne. Il y a tout un tas d'éléments qui sont bien entendu très spécifiques à ce que vous allez voir ce soir, mais qui sont aussi autant d'écho à des situations de violence que rencontrent les personnes en exil aux frontières. Il me semble que ce film est pour ça, pour sa beauté, pour son caractère remarquable, cinématographiquement extrêmement important et intéressant. Et en plus, c'est un film qui peut effectivement faire des discussions, produire des échanges et des conversations autour de quelque chose qui est extrêmement intéressant. Merci beaucoup, merci à vous, merci à la Condor de m'avoir invité. Bon film à pousser à tous. On va se rencontrer après le film pour discuter. On va se rencontrer, nous deux. Oui, c'est ça? Oui. C'est là? Ok. On va vous dire tout ce qui vous intéresse. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. On va vous laisser le temps de reprendre votre respiration. On ne sort pas de ce film facilement, sans doute pas dans l'état dans lequel on est rentré. Donc voilà, on vous a lancé un petit temps de discussion avec Agnieszka. Maintenant, oui. Oui, ça on est bien, on travaille un peu la scénographie. Un petit temps de discussion avec Agnieszka et Bailey, l'actrice que vous avez vu. Voilà, donc il y a un micro dans la salle qu'on pourra vous passer. Donc si d'ores et déjà il y a des gens qui veulent réagir au film, écoutez, je vous en laisse le privilège. Si vous voulez encore absorber ce que vous venez de voir, écoutez, je me lancerai. Voilà.
Relance-toi. Je vais me lancer parce qu'effectivement, c'est toujours un petit peu difficile de démarrer une discussion après un film comme celui-là. Voilà, donc la question que je voulais poser à Agnieszka, c'est quelque chose au sujet duquel elle a fait un petit peu allusion dans son introduction tout à l'heure, c'est sur l'accueil que le film a reçu en Pologne. Un accueil à plusieurs dimensions, un accueil public et un accueil politique. Je voulais qu'elle nous en dise un petit peu là-dessus sur la réception de son film, qui est sorti donc à l'automne dernier, dans un contexte un petit peu particulier, qui est celui d'une campagne électorale que vous avez peut-être suivi. Ce qui permet aussi de vous demander où on en est aujourd'hui de la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Le film précise des événements qui se sont déroulés en 2021, c'était il y a 3 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe finalement ici à cette frontière? Aujourd'hui, entre-temps, le mur a été construit. C'est plus difficile de passer, surtout pour les gens fragiles, comme des femmes ou des enfants, il y en a moins. La démographie a changé, mais le mur n'empêche pas quand même d'être attaqué. Le nombre de passages l'année dernière n'a pas changé par comparaison avec le début. Mais comme je dis, la démographie a changé. Et on a surtout des jeunes hommes qui sont capables d'entreprendre cette épreuve. Et aussi, il y avait beaucoup de contusions, il y avait beaucoup de gens cassés, il y avait beaucoup de malades après ou de blessés. Cette année, les passages sont devenus beaucoup plus rares, on ne sait pas très bien pourquoi. Si le dictateur biélorusse a changé la vie, ne facilite pas au point les possibilités d'arriver en Biélorussie. Si c'est le temps qui était très froid, et les gens n'osent pas de se retrouver dans cette situation, en tout cas, il y en a moins. Et nous avons aussi le nouveau gouvernement qui est très différent du gouvernement précédent. Il y avait les élections entre-temps, juste après quand on a montré notre film pour la première fois en Pologne, en public. Et le nouveau gouvernement parle de continuer le renforcement des frontières, que les frontières doivent être sûres. Mais par contre, qu'il faut humaniser le pushback, ce qui est un peu oxymorone parce qu'on ne peut pas humaniser le pushback si on pousse les gens, si on refoule les gens en Biélorussie ou un régime assez cruel, plus en plus cruel d'ailleurs. Oui, quelques secondes, ça va revenir. Ils m'ont dit. Voilà, ça y est. Oui, voilà. En tout cas, la différence avec la situation précédente, c'est qu'avant, surtout dans le domaine public, dirigé par le gouvernement, c'était surtout la propagande et le mensonge. Le but principal, c'était d'humaniser les migrants et les réfugiés et de les montrer comme un danger imminent, comme les pédophiles, les zoophiles, les terroristes, violeurs, etc. Et ça c'est il y a aussi des changements dans la direction des gardes-frontières. C'est la seule différence. Autrement, vous savez, et on a des autres frontières où ça se passe toujours. Nous avons choisi la frontière polonaise parce que d'abord ça a frappé à notre porte. Je me suis sentie concernée directement. Responsable de cette situation comme l'artiste, comme la cinéaste, et aussi comme la citoyenne. Mais la situation de la migration et la réponse d'Europe à la migration, je le suis de près à partir de 2015 et je vois à quel point on est incapable politiquement, intellectuellement et moralement de répondre à cette question de façon efficace et digne. Et c'est à cause de ça aussi que je pensais qu'il faut faire ce film maintenant, parce qu'on se retrouve sur un chemin qui peut nous mener vers
vers les années 30 des siècles derniers, voilà. Que je connais assez bien parce que j'ai fait 4 films dessus, avec plusieurs scénarios. Je sais à quel point, du moment qu'on accepte que les gens, on peut les sélectionner, qu'on peut les déhumaniser, qu'on peut accepter la violence comme la réponse aux problèmes ou aux conflits, qu'on peut utiliser la propagande la plus efficace et la plus globale pour exactement de ne plus suivre ni les lois de l'homme, ni les lois religieuses, ni les décalogues humains. Merci. Est-ce que des questions? Parce que moi j'ai d'autres questions. On ne t'entend pas, je pense. Monsieur Manteau. Oui, il faut que tu projettes en fait. Bonjour, bonsoir. Merci pour ce film, déjà. Et j'avais une question sur la forme du film, plus que sur le fond peut-être, mais le choix du noir et blanc. Est-ce que c'était une évidence dès le début? Est-ce qu'il y a eu une hésitation de faire en couleur, et surtout avec un titre avec une couleur? Est-ce qu'il y avait quelque chose derrière ça, ou pas plus que ça? Le titre en polonais, la frontière verte, signifie la frontière qu'on passe illégalement. Ça veut dire que c'est une expression, et en même temps, ça a un double sens, parce qu'en même temps, cette frontière entièrement peuplée par les arbres, parce que c'est la forêt une des plus anciennes, peut-être la plus ancienne en Europe, très vaste, et aussi très magique et dangereux à la fois, parce qu'il y a les bayous, il y a les rivières, il y a des animaux sauvages, il y a tout qu'il faut pour créer une espèce d'atmosphère d'horreur, d'angoisse. Moi, j'ai voulu, au début de faire ce film en blanc et noir, je pensais que je cherchais cette pureté esthétique des images. J'ai aussi voulu que ce soit stylistiquement entre les documentaires bruts, une métaphore où on se perd dans le temps, on ne sait pas à certains moments où on se trouve quelle est l'année, parce que l'imaginaire de la Deuxième Guerre mondiale revient sans arrêt. En réalité, c'est comme ça, tous les activistes ou les gens qui y habitent, dès le premier moment quand les réfugiés ont commencé de se voir dans la forêt, on y a l'impression qu'on est transporté dans le temps. Ou en ouvrant, je ne sais pas, la porte de la grange, on a trouvé quelqu'un qui était dans les coins, tremblant et angoissé. Ça, bien sûr, les gens ont imaginé immédiatement que c'était comme quand on trouvait dans la forêt ou dans sa grange un juif qui se cache, qui a fui des transports, je ne sais pas quoi. Ça veut dire que cette évidence, je ne veux pas dire que c'est la même chose. Je veux dire seulement que l'imaginaire a réveillé tout de suite les blessures qui n'étaient jamais cicatrisées de mémoire ou de la culpabilité aussi. Et c'est devenu pour moi important qu'on se perd dans le temps, qu'on bien sûr on sait que c'est aujourd'hui, d'ailleurs c'est important de ne pas oublier que ça se passe exactement au moment quand vous regardez ce film. Mais en même temps, il y a un lien avec le passé. Question de cinéma. Est-ce que tu peux dire un mot sur les conditions de réalisation du film? Le film a été tourné en Pologne. Dans le contexte que tu décrivais auparavant, comment ça s'est passé? Où est-ce que le film a été tourné aussi? On savait d'abord qu'il nous faut un peu d'argent quand même pour tourner ce film. Mais avant d'aborder la recherche des fonds, on a décidé d'écrire le scénario et on a recueilli tous les témoignages possibles. Comme j'ai dit, je pense avant, cet endroit, cette zone était fermée par le gouvernement. L'accès des médias et l'accès des organisations humanitaires et des observateurs était interdit. Ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'images documentaires qui ont sorti de cette zone. Les choses les plus terribles étaient très peu documentées visuellement. Et par contre, il y avait beaucoup de témoignages. Il y avait des témoignages aussi bien des réfugiés, il y avait
ceux qui ont réussi de s'en sortir. Il y avait aussi les journalistes qui se sont quand même mixés. C'est ça. Et les activistes, les habitants. Et à la fin, on a eu l'occasion de parler à quelques gardes frontières aussi qui ont voulu témoigner. Il y avait beaucoup de ça, veut dire on était envahis par le matériel. Notre but, c'était d'abord de faire le choix juste, de trouver l'équilibre émotionnel et aussi factuel. Et on a décidé très rapidement qu'on va faire un choral, qu'on va prendre 3 points de vue principaux et qu'on va raconter cette histoire du point de vue des réfugiés avant tout, qui étaient privés de leur identité, de leur visage, de leur voix, des gardes frontières et des activistes qui étaient par contre persécutés et criminalisés par le gouvernement. La Pologne, sous le gouvernement précédent, est un pays autoritaire ou très près d'autoritarisme, mais ce n'était pas un pays totalitaire quand même. C'est-à-dire nous pouvions travailler. On ne pouvait pas travailler dans les forêts d'État. On n'aura jamais obtenu le permis pour y tourner. On avait des forêts privées. On a tourné toute la Varsovie dans les forêts privées. On a tourné très rapidement, on était à jour. J'ai invité des jeunes femmes metteurs en scène avec qui on a collaboré pas de début peut-être, mais à partir de certains moments de préparation. Elles ont participé dans le choix aussi des acteurs, des endroits. Et à un moment donné, quand on était au tournage, on a divisé certains jours en des équipes. Et on a tourné les équipes parallèles, les scènes parallèles. Et comme ça, on était capable de le faire si vite. Je sentais que d'abord, on a voulu sortir le film au plus vite possible, mais aussi, on n'a pas voulu le traîner pour ne pas provoquer les soucis ou les problèmes ou les empêchements. Comme ça, c'était un film qui a duré tout à partir de quand on a commencé le tournage jusqu'à la première du film au Festival de Venise. Moins que 9 mois, ce qui est pour moi un record. Peut-être au début, je l'ai fait une si vite, parce qu'il y avait la production très lourde, tout ça. Oui, on s'est dit peut-être que ce sera un peu naturel, le bébé, mais quand on l'a montré pour la première fois au monde, on a compris que quand même, elle marche très bien de ses propres jambes. Merci. Est-ce qu'il y a donc des questions? Et un qui se lève. Oui, on a deux là, sur la droite. Oui, encore merci pour ce très beau film. Donc, vous disiez que avant de commencer le film, ce qui existait, c'était beaucoup de témoignages. Vous avez une documentation assez importante à ce niveau. Et je voulais savoir si, pour des comédiens, vous avez pu faire jouer des personnes qui, quelque part, jouent aussi leur propre histoire. Ou est-ce que c'était des comédiens qui... On a choisi, on a collectionné beaucoup d'histoires, mais selon quelques-uns, on a pris un à un, ça veut dire directement comme c'était dans la réalité. En majorité des cas, on a quand même composé le personnage de plusieurs pièces. Et mon souci, ça veut dire mon envie était de ne pas tomber dans les systématiques, ça veut dire d'être crédible et en même temps être spécifique. On peut dire que ça arrive à plusieurs personnes, ça ce que je montre, mais en même temps de ne pas perdre cette spécificité individuelle des êtres humains que je montre. Les acteurs, d'abord les acteurs polonais, bien sûr, je les connais, Maja Ostaszewska qui joue Julia. C'est une actrice très célèbre en Pologne avec qui je travaillais déjà, mais aussi une activiste. Elle est allée plusieurs reprises à la forêt.
Elle est amie avec beaucoup d'activistes, elle a participé aux recherches de gens là, et après elle est une espèce de porte-parole de la Grupa Granica en racontant aux médias ce qu'elle a vu. Ça veut dire qu'elle est en même temps notre consultante, d'une certaine façon. Mais avec les acteurs étrangers, les réfugiés, je contactais Béli d'abord par Maria Pigasca, une coproductrice française. Elles ont travaillé ensemble. Et d'abord, Maria demandait Béli parce qu'en sachant que Béli connaît beaucoup de gens, beaucoup de acteurs en France qui viennent de pays différents. Et voilà, comme ça, on s'est rencontrés au Dôme. Et en la voyant, j'ai suivi mon personnage, ça c'était pour moi un coup de foudre. Béli m'a présenté plusieurs acteurs. Je voulais que la famille syrienne soit syrienne, qu'ils ont l'accent qui fait crédible qu'ils sont la famille. Et la seule qui n'est pas syrienne dans la famille, c'est Dalianos qui joue à Amina. Elle est mi-libyenne, mi-palestinienne. Libanaise, pardon. Libanaise, mi-palestinienne. Mais elle est capable, comme il y avait personne hier, par exemple, dans la salle qui sont syriens, et qui ont dit qu'elle le fait vraiment très très bien. Mieux que le syrien, je pense. En tout cas, bon, on a cherché la crédibilité, mais surtout on a cherché les acteurs qui dégagent la vérité, la force humaine. C'était vraiment formidable la collaboration. Pour les rôles plus petits, il y a certains gens qui sont les vrais réfugiés qui étaient en Pologne. Il y en a aussi des acteurs qui viennent de Belgique. La femme noire en scène, c'est une jeune actrice belge qui a joué le rôle principal dans Tori à l'hôpital, par exemple. Bon, ils étaient tous très enthousiastes et en même temps sérieux, en comprenant qu'on fait ensemble quelque chose qui devient, d'une certaine façon, le porte-parole de leur je ne veux pas utiliser le mot peuple parce que c'est peut-être un peu trop de pathos, mais en tout cas des siennes. Tu veux rajouter quelque chose? En fait, pas grand-chose, parce que vraiment, ça a été une joie et un honneur de travailler avec Agnieszka, qui savait précisément ce qu'elle voulait. Elle nous a nourris, documenté énormément par rapport à nos personnages, par rapport à la situation. Elle m'avait envoyé aussi un lien d'une femme dont elle s'était inspirée. Quand on était sur le tournage, on avait vraiment très fréquemment des longs plans séquences et elle nous laissait libre de jouer avec la nourriture qu'elle nous avait donnée. Et évidemment, si on n'était pas dans ce qu'elle voulait, évidemment, elle était là pour venir et nous diriger. Voilà. Oui, c'était assez difficile pour eux, aussi pour le chef opérateur, pour le cadreur, qui a cadré en même temps la scène. Aucune prise n'était pas pareille, ça veut dire à chaque fois c'était différent. C'était le grand art de Romain Dumné qui a aussi enregistré le son parce qu'il avait, je ne sais pas, 18 pistes, ça y est, plus, 30 pistes. Bon, mais ça marchait, ça veut dire c'était les tournages comme ça, j'aimerais bien de vivre encore une fois, parce que ça donne la vérité, la liberté, cette espèce de la fièvre qui après se traduit, je pense, dans le rythme de la scène. Merci Agnieszka pour ce très beau film, très grand film. J'étais curieuse de savoir si vous étiez resté fidèle au scénario, parce que l'histoire est quand même ficelée, ou si parce que vous étiez plusieurs unités, ça a changé pendant le tournage. Le scénario, j'ai invité le scénariste, un scénariste qui est professionnel et qui est aussi activiste, qui est mis en forme. Comme ça, on n'avait pas trop d'enthousiasme tout de suite, on avait beaucoup de questions et de doutes.
une jeune femme qui est ma nièce, qui est enceinte, comme on a été. Son mari, c'est un médecin qui allait en forêt pour organiser l'aide médicale. Médecine clinique. On dit ça, le médecin sur la frontière. Mais en tout cas, on a beaucoup discuté, on a analysé le matériel, on avait quelqu'un qui nous a amené sans arrêt les documents. Maciek aussi est allé à la frontière et il a passé quelques semaines avec les activistes. Et on a décidé de prendre ces 3 points de vue, et c'était la décision essentielle. Et après, on est arrivé au chapitre. Mais au début, c'était juste de trouver la composition et la structure qui nous a permis de raconter cette histoire dans la façon la plus... Quand on raconte l'histoire, que ce soit efficace, émotionnel, intéressant, entraînant, et en même temps qu'on ne pousse pas trop, qu'on n'exagère pas avec les émotions, qu'on ne manipule pas, et en même temps qu'on délivre tout ça qu'on sait. Le scénario était fait assez rapidement, 2 mois et demi. Après la guerre en Ukraine a commencé, et pendant quelques semaines, on était très pris par cette guerre, par l'aide aux réfugiés, par l'angoisse, par le sentiment que quelque chose de terrible commence. Et on ne savait pas si notre histoire de ces réfugiés dans la forêt de Białowieża est toujours actuelle. Mais après certains moments, j'ai compris que oui, qu'encore plus peut-être. Et on a décidé d'introduire aussi, ça veut dire de mettre cet épilogue qui montre l'accueil des réfugiés ukrainiens. Pas seulement pour montrer les contrastes, mais pour faire certains liens. Les contrastes, bien sûr, posent beaucoup de questions. Pourquoi, comment. Et après, on a commencé de nouveau à travailler le scénario quand les acteurs sont venus. Parce qu'ils ont apporté beaucoup de leur propre expérience. Jalal et Mohamed sont les vrais exilés de Syrie, des réfugiés qui ont passé par des choses terribles là-bas. Ils ont les enfants aussi, ce sont les enfants les enfants réfugiés. Ils ont eu certaines expériences, certaines vécues. Et en plus, c'était les connaissances culturelles ou religieuses ou de mœurs qui nous ont apporté, on a nourri ce scénario par ça. Chacun a apporté sa propre grain de nouveau, mais la construction, la structure n'a pas bougé trop. Même pendant le montage, on a un tout petit peu bougé, on a raccourci parce que le premier montage c'était 3h30, je pense. Et voilà. Mais je pense que c'était... On a senti qu'on certain état de grâce en écrivant, ça veut dire que ça allait beaucoup plus vite que normalement ça va. La même chose avec le montage. Merci. Un peu plus haut, je crois qu'il y avait il y en a au moins 2 alors. Bonsoir. Je voudrais savoir quel est le débat en Pologne dans les projections. Est-ce que les gens discutent et est-ce que vous avez fait une série de projections là-bas? Comment ça se passe? Quel est le climat autour de ce film? Et deuxième question, si je peux, comment vous, personnellement, vous expliquez le contraste entre les 2 types de réfugiés et leur accueil qui est tellement différent? L'accueil est différent. Les 2 types d'Ukrainiens. Oui. La réaction en Pologne a commencé d'abord par les réactions des autorités, parce que le film était montré à Venise, il était très très bien accueilli là-bas. Et tout de suite, on avait l'honneur aux attaques très honteuses, pleines de la haine, et pleines d'agression, on peut dire, d'agressivité contre moi et le film.
Ça a commencé par le ministre de la Justice qui a dit qu'il n'a pas vu le film, mais que c'est une propagande nazie, que je sers le Troisième Reich et Poutine en même fois. Et après, ça allait au Goebbels, Hitler, Staline, Poutine, Leni Riefenstahl, etc. Et ça venait pas seulement de lui, ça venait aussi du Premier ministre, du président du pays, des chefs des partis au pouvoir. Ça avait l'air vraiment très orchestré, parce que c'était quelques semaines avant l'élection. Je pensais que d'abord, ils ne sont pas contents du tout que les choses qu'ils ont voulu cacher, seulement sortir sa propre narration, la propagande, et de montrer au monde. Et deuxième chose, ils ont pensé qu'en enflammant les flambeaux de la haine et des racisme et nationalisme, ils vont profiter et capitaliser ça pendant les élections. Mais à vrai dire, ils ont exagéré et le contraire s'est passé. Les gens ont commencé d'aller massivement au cinéma pour voir ce film. Et on avait beaucoup de spectateurs, presque 800 000. Et si vous me demandez sur les réactions, et ça s'est répété dans les salles commerciales, et ça s'est répété dans les salles où on a fait des projections pour discuter avec le public. Et les gens étaient très bouleversés. Après, souvent, ils ont commencé d'applaudir, même s'il n'y avait personne d'équipe dans la salle. Et après, ils ont resté, ils ont voulu parler. Et toutes les rencontres que j'ai eues avec le public, c'était un peu comme la psychodrame ou psychothérapie collective. Il y avait ce grand besoin exactement de toucher la vérité, de se poser des questions. C'était très émotionnel et très sincère. Et la différence entre... Je pense que ça aussi venait du fait qu'on a vu d'un coup cette différence d'accueil des Ukrainiens et des gens de couleur. Et on se posait bien sûr les questions sur notre racisme. Quelqu'un a dit l'accueil des Ukrainiens a montré que la Pologne ce n'est pas un pays xénophobe, mais ça montre aussi qu'on est un pays raciste. Moi, je pense que c'est trop simple comme la réponse. Je pense que les Polonais n'ont eu jamais le droit au débat à propos de la migration. D'abord, ça n'existait pas. Après, c'était un fantôme. Après, c'était utilisé et manipulé par les politiciens de droite. Après, c'était utilisé comme l'arme électorale, exactement, pour diviser aussi la population. Et après, il y avait ces gens-là qui, d'un coup, on s'est retourné, on a vu qu'il y a plein de gens qui ont des couleurs un peu différentes, et qu'on a aussi beaucoup de gens qui parlent ukrainien ou russe. Mais on n'était jamais vraiment préparé, il n'y avait aucun travail social, aucun travail politique, aucun travail moral ou religieux ou je ne sais pas quoi. Et à cause de ça, il y avait un grand besoin d'en parler, je pense. Ça veut dire, je pense que le film a joué un rôle vraiment très positif. Même si on a eu moi-même mes acteurs des menaces, de mort, beaucoup d'insultes, on avait peur à certains moments que ça peut se traduire dans les actes physiques, mais en même temps, on était très récompensé par cette sincérité et profondeur de la réaction des gens. Oui, bonsoir. Merci énormément pour ce film. Je fais partie de l'association de la défense de la démocratie polonaise en Pologne. Je voulais savoir, par rapport aux réfugiés, on sait qu'avec le réchauffement climatique, il y aura de plus en plus de réfugiés, de personnes en crise. Est-ce qu'à votre avis, l'Europe saura trouver une réponse commune à cette crise qui va concerner de plus en plus de gens dans le monde entier? Merci beaucoup. Merci. Ben, on a discuté ça avec elle pendant
quand vous avez regardé le film. C'est toi qui veux répondre. Bon, chacun répond. Je crois qu'Agnieszka est plus pessimiste que moi. C'est quand même une vraie prouesse. J'ai plus d'expérience. La réponse est un petit peu dans la question. La vérité aujourd'hui, c'est que l'Europe en matière de politique migratoire n'existe pas. Les États qui constituent l'Union européenne ou le continent européen restent farouchement accrochés à la définition de leur politique migratoire, de qui rentre et qui sort de leurs frontières. Et il n'y a pas de délégation. Il y a une délégation de la responsabilité un peu collective comme ça, mais il faut bien comprendre que chaque État est très très responsable de ce qui se passe. Donc l'Europe là-dedans est, je dirais, relativement impuissante en tant qu'institution. Après, cet ensemble de pays qui constituent l'Europe, la réponse qu'ils apportent aujourd'hui, elle est celle qu'on constate tous les jours, elle est sécuritaire, elle est celle que Agnieszka décrit dans son film, elle est celle qu'on vit tous les jours dans nos opérations, nous, MSF, et que vous pouvez voir en lisant les journaux à la frontière franco-britannique. Il y a 55 personnes qui sont mortes en 2 ans dans la forêt là, que décrit Agnieszka. Il y a des dizaines de gens qui meurent quasiment chaque année dans la Manche. On est à 25 000 morts autour de l'Europe depuis une quinzaine d'années du fait des politiques migratoires, et rien ne semble vraiment changer. La question n'est pas tellement si ça va changer, parce que naturellement, poser la question comme ça, la réponse serait plutôt non. La question, c'est qu'est-ce qu'il faudrait pour éventuellement que la question soit posée différemment. Et là, ça devient un petit peu intéressant. Il me semble qu'il y a peut-être 2 choses. Là aussi, on en parlait tout à l'heure. On a parlé d'armes. Agnieszka disait la migration a servi d'arme politique. Et ce n'est pas tellement dans le film, mais vous vous en souvenez peut-être, l'Union européenne a beaucoup parlé d'arsenalisation de la migration au moment de cette crise-là entre la Biélorussie et la Pologne, au moment où Loukachenko amenait par charter entier des personnes pour faire peur aux Européens. On parlait des migrants comme d'armes. Je pense que la première chose à faire, c'est d'éviter de parler des migrants comme des armes. Je pense que la rhétorique, la manière dont on parle des gens, elle a une valeur, elle a un effet, des conséquences. J'étais à Calais il n'y a pas très longtemps, et ça fait écho de nouveau à ce film. On voit à Calais des jeunes mineurs qui ont 14 ans, 15 ans, qui ont vécu en 6 mois, en 2 ans, l'équivalent de 15 vies, qui ont froid, qui cherchent à charger leur téléphone, à manger un peu. Et je me rappelais à l'occasion de cette visite les paroles de nos dirigeants qui parlent de la nécessité de protéger les frontières. Protéger contre quoi? Est-ce qu'on cherche à protéger contre une menace? Est-ce que ces jeunes gens sont une menace? Est-ce que cette famille syrienne est une menace? Est-ce que ce professeur afghan est une menace? La réponse, elle est évidemment non, mais une fois qu'on en est convaincu, je pense qu'il faut faire attention à notre façon de recevoir aussi les discours politiques qui, effectivement, font dans notre vie de tous les jours de ces gens des menaces dont il s'agirait de se protéger. Et le deuxième élément de réponse que je peux donner, c'est que ce dont manque aujourd'hui la discussion autour de la question migratoire, c'est précisément d'une discussion. Une discussion civile, courtoise, civique. On n'est pas obligé d'être pour l'effacement des frontières ou la liberté de circulation universelle. Par contre, on doit pouvoir refuser le débat tel qu'il est posé aujourd'hui et assumer sainement la nécessité de revoir la manière dont les gens circulent dans le monde. La nécessité qu'a la Pologne aujourd'hui d'héberger sur son sol des migrants, comme c'est le cas en Grande-Bretagne ou en France, pour des nécessités de main-d'œuvre face à un déclin démographique, par exemple. Donc, la responsabilité collective, elle est d'exiger que ce débat ait lieu de manière, je dirais, sereine et posée. Il y a beaucoup d'hypocrisie, aussi bien dans la politique officielle de l'Union que dans la politique des pays consécutifs, surtout des gouvernements de droit. Il y a beaucoup d'hypocrisie parce qu'en même temps, on donne des visas aux gens qui viennent des mêmes pays qui sont aussi les patries de nos réfugiés. Et on les donne parce qu'on a besoin de main-d'œuvre. En même temps, on continue cette
discours sur la sécurité des frontières et tout ça. Tout ça, c'est pas, comment dirais-je, il n'y a pas vraiment de politique, comme tu dis, il y a seulement l'utilisation des migrants pour les biais politiques ou pour les biais sociologiques. Je pense qu'il faut une discussion globale, parce que c'est un problème global. Je pense qu'il faut en parler et je pense qu'il faut changer les esprits. Si on croit qu'on peut empêcher les gens de se déplacer, c'est pas vrai. Ça veut dire que la seule façon d'empêcher les gens d'entrer et passer les frontières, c'est de les tuer. Il n'y a pas d'autre moyen. D'ailleurs, dans certains pays le Japon, comme l'Arabie Saoudite, qui a installé les armes automatiques à ses frontières, tue par milliers de migrants venant d'Éthiopie. Et on a de plus en plus de paroles d'extrême droite qui disent qu'il faut résoudre ce problème avec les armes. Et on a ça avec ça, si on a ça en Italie. Si on commence à parler de ce langage-là, si on traite les êtres humains qui cherchent la sécurité comme des armes ou comme des ennemis qu'il faut évacuer ou supprimer, on est sur le chemin qui nous mène très très loin en arrière, qui nous mène vers les années 30 des siècles précédents. Et l'autre solution, c'est d'être honnête en face de la réalité et d'essayer d'être aussi solidaire. C'est vraiment la dilemme qui se pose aujourd'hui en Europe d'ailleurs. C'est le choix entre les valeurs et le confort. Parce qu'on a vraiment des fois on a affaire de perdre notre confort. Et quand je parlais à propos de la migration en Pologne, la première réponse c'était prenez-les dans sa maison. Donnez-les votre maison si vous êtes si malin. Et après, les Ukrainiens sont venus, on les a donnés dans la maison. Oui. Des milliers de Polonais ont ouvert des maisons, moi compris, pour accueillir les Ukrainiens. Rien de mauvais ne se passait, on se sentait bien. Le pays ici est moins riche que la France, a accueilli plus d'1 million de réfugiés. Rien de mauvais n'est arrivé. On a enrichi dans cette façon. Ça veut dire que ce n'est pas qu'on n'a pas de ressources, c'est juste qu'on ne peut pas les partager. Moi, je suis toujours choquée par le langage électoral en France, où les mots les plus importants, ou les termes les plus importants, c'est pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat, je pense que c'est la clé à la modernité. C'est de ça qu'on se bat. Avoir un peu plus de pouvoir d'achat. On a perdu un peu de pouvoir d'achat. Voilà. Encore quelques minutes peut-être pour une question ou deux. Il y a une main là au milieu. Bonsoir, merci beaucoup pour votre film qui est magnifique. Je me posais la question de comment vous aviez travaillé sur la complexité morale de vos personnages, parce que chacun de vos personnages n'est ni tout blanc ni tout noir, pour faire un jeu de mots sur la couleur de votre film, mais c'est incroyable comment vous avez perçu la complexité de chacun de vos personnages. Et la deuxième chose que ce sur quoi j'aimerais vous entendre, on tourne autour depuis tout à l'heure, c'est la loi immigration qui est passée récemment en France et qui est une horreur, selon moi, parce qu'on est en train de rogner sur les droits des gens. Moi, je suis professeur à Saint-Denis, on a des familles qui sont dans la même situation de précarité que vous décrivez ici, et
Voilà, c'est pour ça que je voulais vous entendre sur ces deux sujets, sur le sujet de la complexité morale de vos personnages et sur le sujet de l'immigration en France. Merci. À propos de cette complexité, je suis très contente, heureuse même que vous la ressentez comme ça, parce qu'on a beaucoup travaillé dessus, on a voulu donner à chacun une vie, une existence, une particularité, la raison d'agir, qui ne sont pas statistiques, mais qui viennent de leur propre chemin. Bien sûr, c'est toujours un tout petit peu réduit si on a tellement de personnages, on ne peut pas donner assez de place à chacun. Mais après, ce qui est bien, c'est d'engager les acteurs qui sont aussi intelligents et talentueux. Après, on n'est pas obligé de les diriger. On leur donne l'espace pour qu'ils se défendent. À propos des lois d'immigration en France, oui, ça va dans le sens de ça qu'on a dit tout à l'heure. Bien sûr, la classe politique libérale, démocrate, ou même une partie de gauche, a telle angoisse que l'arrivée plus nombreuse encore des migrants va faire monter les mouvements populistes, politiciens populistes, fascistes, extrême droite. Mais moi, personnellement, je pense que ça qui fait monter ce mouvement, c'est la lâcheté de la classe politique libérale. Ça veut dire, parce qu'il n'y a pas d'autre langage que le langage de la droite, et même la gauche s'approprie le langage de la droite. Et dans ce moment, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de débat, il n'y a plus d'ouverture, il y a seulement angoisse. Qui est très bien senti d'ailleurs par les dictateurs extérieurs. On est susceptible de tous les chantages possibles, de Poutine, de Lukashenko, d'Erdogan, des dictateurs tunisiens, parce qu'ils sont qu'on en fait quelque chose qui est en tout cas inévitable. Merci beaucoup. Une dernière intervention, sinon moi j'ai une dernière question. Je peux en faire l'économie. Et puis l'État, on va libérer la scène. Alors, du coup, j'ai une question un peu circonstancielle, mais il se trouve que j'y pensais là tout à l'heure, il y a 3 films en Europe qui sortent à peu près en même temps, par 3 cinéastes européens qui s'intéressent à la question de la migration et qui dénoncent d'une manière ou d'une autre la manière avec laquelle l'Europe entend contrôler la migration. Donc, il y a un film que vous avez peut-être déjà vu, Moi Capitaine, de Matteo Garonnet, qui est sorti il y a déjà quelques semaines. Il y a un film qui s'appelle La Tête Froide, qui est sorti beaucoup plus récemment, qui raconte l'histoire de la naissance d'une passeuse à la frontière franco-italienne. Et puis il y a ce film-là, Green Ball. Vous êtes concerté ou c'est une coïncidence? Moi, je pense que c'est dans l'air. C'est une réalité. On a négligé trop longtemps. Pour moi, c'était évident que c'est une réalité extrêmement importante, que ça va façonner notre avenir, notre réponse à cette situation. Mais j'ai réagi activement au moment quand ça frappait à ma porte. Quand c'était ma responsabilité, que je n'étais pas seulement le lecteur des news, mais je devais prendre la responsabilité sur la situation. Et je pense que c'est ainsi, oui. C'est bien que le cinéma se réveille, qu'on parle de choses qui concernent tellement de gens et qui sont aussi douloureuses, si difficiles, et en même temps aussi permettre aussi de faire naître une beauté de la solidarité. Et je pense que les activistes de tous les pays ont eu ce goût. J'allais laisser le mot de la fin à Agnieszka, mais je pense que finalement elle vient de le donner. Donc je vous remercie je peux que vous encourager, donc, à le revoir certes évidemment, enfin, surtout à encourager vos amis, vos proches à aller voir ce film. Un très très grand moment de cinéma en même temps qu'un film vraiment important politiquement. Merci beaucoup, Agnieszka.